ancien élève de l'école normale supérieure de Pise, et ce qui n'est pas sans utilité pour comprendre, je crois, les titres et les contenus de son premier roman, Scuola di Nudo, qui vient d'être traduit par Martin Rueff en français, Leçons de nu. Et il a enseigné la littérature moderne et contemporaine, notamment à Pise et à L'Aquila. Et il est un critique parmi les plus raffinés stylistiquement, d'un point de vue stylistique et théorique de sa génération. Il a écrit sur Eugenio Montale et en général sur la poésie italienne du XXe siècle. Parmi ces critiques, il faut mentionner il realismo dell'avanguardia, il néoréalisme de la poésie italienne et très récemment les pamphlets Il realismo e l'impossibile, le réalisme et l'impossible, dont je pense qu'on parlera ce soir aussi. Il a dirigé l'édition magnifique des œuvres complètes de Pasolini dans la collection I Meridiani de Mondadori. Mais à partir des années 90, il a commencé sa seconde carrière, seconde vie créative, celle du romancier. Il a commencé avec la publication de Scuola di Nudo, Leçons de nu, chez Einaudi en 1994, qui a marqué un effet vraiment important sur la littérature italienne de la fin du XXe siècle, et qui vient d'être traduit en français par l'éditeur Verdier, qui a traduit aussi Une douleur normale, qui est le deuxième roman de Walter City, dont on va lire ce soir un morceau. Son dernier roman, Resistere non serve a niente, comme tout le monde le sait, a remporté le prix Strega en 2013. Alberto Nessi est né à Mendrisio et grandi à Chiasso, près de la frontière entre le Tessin et l'Italie. Il a étudié à Fribourg, en devenant ensuite enseignant de littérature italienne en Tessin. Il est parmi les poètes et romanciers, en langue italienne les plus connus de la Suisse. Et plusieurs de ses livres sont traduits en français, notamment Le train de soie, qui en italien est Tutti discendono, dont on va lire un chapitre ce soir, et les poèmes de La couleur de la mauve, par exemple. Je sais que Alberto Nessi n'aime pas beaucoup d'être défini un poète social, mais on peut dire qu'il est un poète engagé, si vous le préférez, je ne sais pas. Mais on en parlera ce soir. Donc je ne parle plus, je donne la parole à les écrivains et à Alberto Nessi, je crois. C'est moi. Ouais. Non, c'est moi le premier, on a dit. Oui. Vous êtes d'accord. On va décider très bien. Alors, c'était moi le premier? Non. Ah non. Alors c'est ma faute, voilà. Je ne sais pas. Je laisse la... Oui, non. C'est ma faute. En fait, tout ça a été répété. On a préparé la chose avant. Bonsoir. Alors, je parle français? Non, Oui. Je commence? Tu dis deux mots sur les textes que voilà. tu lis, et D'accord. après en italien, et après je lis en français. Oui. Alors, je dis un mot sur le texte que je lirai. On fait une lecture bilingue. Hein, et je vais lire un chapitre coupé, pas tout le chapitre, pris du livre Le train du soir, qui est la traduction française de Tutti discendono. C'est un peu compliqué d'expliquer le titre, mais je laisse à côté l'explication du titre. Mais je veux dire deux mots seulement sur le chapitre que je vais lire. Alors, je lis un chapitre qui a comme titre Mon oncle anarchiste. Alors, c'est une histoire que j'avais entendu de laquelle j'avais entendu parler dans ma famille. Le frère de ma grand-mère maternelle a été anarchiste. J'ai entendu parler de cette histoire d'une façon un peu mystérieuse, parce que era una pecora nera.
dans la famille. Je ne sais pas comment on dit en français. Le mouton noir. Le mouton noir. Alors, j'ai entendu seulement en parler d'une façon mystérieuse, cachée. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante. Quand la chose est cachée, elle est toujours plus intéressante. Et je me suis un peu documenté, mais j'ai trouvé peu de choses sur lui. Un petit billet qui disait « Poro zio Tugneux », c'est-à-dire « pauvre oncle Antoine », non? En patois. Et puis, j'ai trouvé un document de police où il était défini anarchiste. Et puis, j'ai trouvé un document de l'hôpital psychiatrique où il est mort. Il est mort de mélancolie, on disait une fois. C'était la dépression, c'était le refus de la vie. Il avait été tapé, on dit battu par les policiers, comme vous savez, les policiers aiment ça. Et alors... C'est pas tous. Mais en tout cas, il a été battu vraiment très fort et j'ai le document qui parle de ça. Il est mort de mélancolie. On disait ça, c'est un terme qu'on employait dans les hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, on parle de dépression. Et lui, il était immigré à Bellinzona, puis à Zurich, puis en Uruguay. Je lis alors une partie du texte. En Uruguay? Pardon? En Uruguay, après... Uruguay, oui. Et puis, il est revenu de l'Uruguay, il a été expulsé parce qu'il avait participé à une grève, il a été tapé. En quelle année? 1930, je n'ai pas ici la date, je peux regarder ici. 18? Non, 19. 19, et puis, il a essayé de se tuer en tapant sa tête contre le mur, et puis il est mort. Il est mort après quelques années. La recherche a été difficile à l'hôpital psychiatrique de Cogoleto, en Liguria. Il est mort là. J'étais là, mais j'ai eu seulement un petit document. C'était toujours difficile de faire des recherches sur ces personnes-là qui ne sont pas importantes. C'était un ouvrier. Alors, un ouvrier, c'est chose. Marginal. Pas pour vous, oui, mais pour la société. Alors, on commence. Maslianico était un village de frontière, posté entre les forêts du Bisbino et les eaux de la Breggia, qui faisait tourner les ailes des moulins et fournissait l'énergie aux papeteries éparpillées parmi les mûriers de la campagne. En plus des papeteries, la province de Côme comptait alors les filatures, les rang-videurs, les tordeuses et les teintureries par centaines. C'étaient surtout des femmes et des filles qui y travaillaient. Elles avaient l'œil et la main agiles. Elles étaient faciles à recruter, plus dociles et moins coûteuses que les hommes. Et dans certaines manufactures, on faisait trimer les fillettes de moins de 7 ans. Un observateur de l'époque a même vu, devant les rang-videurs de Lombardie, des petiotes de 4 ans rester debout 14-15 heures de fil, pâles et hébétées. Antonio avait commencé très tôt à regarder autour de lui, à rôder dans les ruelles du village et autour des usines. Il avait d'abord trouvé une place dans une papeterie où il triait et réduisait en petits morceaux des chiffons sales et poussiéreux. Puis, ayant appris le métier de fondeur dans une usine de la région, il se lia d'amitié avec un camarade de travail qui lui apprit un mot nouveau, solidarité. Les prolétaires des campagnes, en général, étaient soumis. Délaissant la pioche pour le métier à tisser, ils subissaient les tarifs plus facilement que les ouvriers de la ville, et les patrons des manufactures en profitaient, mais en ces années-là, commencèrent à se créer des sociétés de secours mutuels à l'enseigne de la philanthropie. Puis éclatèrent les premières grèves. Quand Antonio vit à Côme les ouvriers en cortège derrière les drapeaux rouges, il éprouva un sentiment qu'il n'avait encore jamais ressenti. Ce jour-là, le garçon se mêla aux tisseurs et aux ouvrières des soieries. Il les écouta discuter pendant que les cuisiniers sur place préparaient les allos du lac et la polenta. L'une de ces femmes disait qu'elle avait chopé une amende de 25 centimes pour avoir regardé par la fenêtre de la fabrique. Une autre montrait ses mains couvertes de cicatrices
et disait que c'était le mal des cuvettes. Un jeune homme qui habitait un trou à rats pareil à une écurie dans le quartier de San Donino parlait de tarifs, de fileuses de la campagne qui n'étaient payées que 20 centimes le mètre, de métiers mécaniques qui mettaient les gens au chômage. Un autre, qui avait l'air distingué, tira de sa poche un feuillet où était écrite la déclaration d'un travailleur anglais. La vie pour l'ouvrier est un processus constant de dégradation, un martyre quotidien, une procession funèbre jusqu'à son tombeau. Le garçon écoutait et songeait que jamais il n'accepterait de suivre cette procession la tête basse. C'è un complotto di preti e di regnanti contro i miseri, gli disse una sera all'osteria il suo compagno di lavoro. Gli operai invece di mangiare sulle piazze dovrebbero andare dentro nei palazzi dei ricchi. E gli raccontò la storia di Sante Caserio, il fornaio lombardo che aveva colpito a morte con un pugnale il presidente della Repubblica Francese, a Lione, mentre passava in carrozza pieno delle sue buone cose. L'aveva ucciso per vendicare i compagni anarchici saliti al patibolo e tutti i disperati del mondo. Dopo qualche bicchiere, l'amico acceso in volto gli aveva cantato la canzone che comincia: il 16 d'agosto, nel far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora senza pensare al triste orrore. Una mattina di maggio dell'ultimo anno del secolo, Antonio si mise il vestito bello, il berretto da operaio, infilò un pezzo di pane nel fagottello e lasciò il villaggio, come l'avevano lasciato i suoi genitori, che lui non aveva mai conosciuto. Tanti anni prima. In quell'ora prestiva la luce accendeva il cielo dietro i dossi del bisbino, mettendo in fuga i pensieri della notte, l'incertezza del futuro, la paura della città straniera, i nemici in agguato. Camminando quelle nebbie si diradavano e gli veniva da fischiettare perché andava incontro a una nuova vita. Si fermò a guardare i tetti di Masdianico, brulicanti nella foschia luminosa, e gli stabilimenti lontani tra il verde. Quante miserie si nascondevano dietro quei coppi. Era il destino dell'uomo la miseria? Perché i poveri sono condannati a soffrire? Riprese il viottolo lanciando uno sputo nella breccia, occhieggiante lì sotto. Quelle acque dove si era bagnato da ragazzo parevano coprire tutti i mali con il loro scorrere sempre uguale e insieme cangiante di luci, uccelli ballerini, salici sulle rive. Ora che se ne andava, trovava un gusto nuovo nel guardarle. Gli dispiaceva andarsene, ma in Lombardia la miseria aumentava. L'anno prima a Como c'erano stati moti per il pane, a Milano l'esercito aveva sparato sui dimostranti e il re, per quel massacro, aveva dato la croce di grande ufficiale dell'ordine militare di Savoia al generale Bava Beccaris. Non, ce n'est pas la jante nain. Alors, attention, je m'excuse, parce que autrement le public ne comprend pas. Bien sûr. Maintenant, il a été arrêté, l'histoire de mon... Hein, il a été emprisonné et c'est la description de sa maladie. D'accord. Non. Excusez-moi, il est emprisonné. Oui, en emprisonné. prison, non? Oui. Ou bien en hôpital. Il a été arrêté après une grève à l'Uruguay, il a été expulsé, oui, et maintenant il est à l'hôpital, maintenant, pas en prison à l'hôpital. Non, ce n'est pas la jante nymphe, ni l'ami à l'humide regard de chien qui tient compagnie au poète. Ce n'est pas la note d'un piano dans une rue lointaine, ni même la violette qui frémit devant le ciel au crépuscule. C'est une bête noire et qui mord, la mélancolie. Sur le paquebot Re Vittorio, qui ramène Antonio en Europe, les oiseaux sont semblables aux mouettes de la Limate, pareils aux mouettes immobiles sur les rives de la Breggia, certaines journées d'hiver. Oui, mais maintenant ils ont des lames qui plongent dans les pensées. Ils ont des ailes d'acier, et leurs becs fouillent dans les restes jetés à la mer. Ce ne sont plus des créatures à la recherche d'un foyer, car tout autour du paquebot s'étale le néant. Lors d'une rafle de la police à la suite d'une grève, Antonio a été arrêté et expulsé d'Uruguay. Maintenant, il est loin de ses camarades, loin de sa sœur qui a les mêmes yeux secrets,
Il est seul, persécuté, en plein océan. Il entend des voix qui le tourmentent. Ce sont les voix des vagues de boue et de goudron. Au monde, tout est souffrance. Cette fille sur le pont souffre, elle aussi. Elle a le mal de mer, et elle prie Saint-Janvier de la faire mourir. Tu es rejeté de tous, les oiseaux prédateurs ne te quittent pas de l'œil. Tu es le cheval qu'on a laissé crever dans une rue de Montevideo, les gravats abandonnés dans la banlieue de la ville où tu as travaillé. Ils veulent te tuer. Le flic attache tes mains et tes pieds dans un seul anneau de fer. Il te jette sur la planche à charnière où tes pieds sont immobilisés. Les gendarmes te suivent parce que tu es un anarchiste, un excommunié, une de ces mauvaises graines, un animal sauvage, débusqué des plus ténébreuses tanières de la terre, un de la secte infâme des disgraciés, des boiteux ou des bossus qui ont inscrit sur leur bannière ni Dieu, ni maître. Les vagues ont tellement Dieu. L'œil de ta mère morte par ta faute quand tu es venu au monde, l'œil de tes camarades quittés pour toujours, l'œil de Gaetano Bresci aperçu en rêve, le grand œil qui te poursuit jusque dans la mare de détritus de l'océan, parce que tu es indigne. Seduto a un tavolo dello stanzone, Antonio è un insetto trafitto da uno spillo. Non mangia, non dorme, sente le voci. Ha tentato di uccidersi slanciandosi contro il muro quando, sbarcato dal piroscafo a Genova, i questurini l'hanno preso per portarlo al suo paese a fare i conti con il prefetto, che tiene sul tavolo un foglio dove accanto al suo nome c'è stampigliata la parola anarchico. Ed ora qui in questo casermone sepolto nella riviera ligure, verde di ulivi e di lentischi, in mezzo a pazzi, malati di fame e di miseria, alcolizzati, pellagrosi, degenerati, locchi, mezze bestie, spiritati, impiagati. Tra questi uomini senza speranza, il suo sguardo è fisso alla parete. Non vede la saliva pencolante dalle loro labbra, il corpo immobile dei catatonici, non sente gli urli degli agitati nelle celle, i lamenti dei dementi che scuotono la testa, il delirio dei rapati. Non vede nulla, perché il suo occhio è fisso sul grigio del muro che ha sbarrato la sua vita. E sopra il muro sporgono 3 teste di aguzzini ad accusarlo. E sotto i suoi compagni hanno cerchi di ferro intorno al collo. E adesso ecco sta arrivando il gendarme che l'ha ammanettato al porto di Genova e gli mette un ferro al collo e stringe. Perché è colpevole, 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 come gli scioperanti di Montevideo, come i vagabondi dalla faccia incrostata, come i maltrattati, i rottami, i fratelli di miseria, i mendicanti, respinti dal padrone che borbotta, non hanno ancora abbastanza fame. Ah, Cristo, toglilo questo ferro dalle sue carni. Un gelo abitato da ombre è calato sulla sua mente. Le ombre prendono forma di insetti. Se cammina per i viali del manicomio, i suoi piedi schiacciano tutti questi scarafaggi dalle grosse corna e non può fuggire da nessuna parte perché il binario del suo treno finisce nel vuoto e nessuno lo aspetta. Dove sono gli amici dell'osteria? Tra i platani per la partita a bocce e le ciminiere all'ombra delle quali da ragazzo scopriva come è fatto il mondo e fischiava le canzonette che fischiano i ragazzi con i calzoni alla zuava e una manciata di noci in tasca. Dov'è quella donna che profuma di giunco? Dov'è la grande luce che ha visto nascere dietro il bisbino? Ma eccolo, è tornato ragazzo, si fa strada fra onde e draghi marini, l'uomo che non ha patria, naviga nella patria dell'infanzia, fra coralli splendenti come un'alba, dietro il dorso del monte. Il sentiero e le vigne arruffate dell'ottobre guidano il suo ritorno, eccolo. È tornato ragazzo nel suo vestito a giacca, il viso puro sfiora le selve dell'alto rifugio, la pistola in mano non trema, è puntata contro il teologo di marmo nell'atrio della scuola. Il était longtemps en Amérique du Sud? Pardon? Votre oncle, il était longtemps en Quel- Uruguay, beaucoup d'années? Oui, quelques années. Alberto, adesso si legge la poesia. Se volete, sì. Ouais, bien sûr.
Bon, choisi alors, un je poème, termine ma lecture et puis je laisse la parole avec un poème. Parce que je veux démontrer une autre façon d'être, disons, de regarder la réalité d'une façon critique, une façon plus intériorisée. Ce poème-là, la pièce de prose que j'ai lue appartient à mon deuxième livre de narrative, 1989. C'est un vieux livre. Ce texte-là que je lis, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années. Alors, j'ai une autre façon de voir les choses. C'est un bref poème divisé en quatrains avec des reprises musicales. Prima in francese. Prima in francese. C'est- Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire feu si le lierre en septembre ne porte pas un papillon aux ailes de braise vers les fleurs où les abeilles butinent et les feuilles en forme de cœur qui rampent sur les murs. Il ne faut pas dire pluie si l'escargot se tait le long des sentiers de l'adolescence, si les morts sont emportés par les brumes de l'oubli, comme par un éboulement de rochers. Il ne faut pas dire automne si dans le cadre bleu de la fenêtre personne ne répond, si dans la nuit des songes tous les tambours sont muets, si les oiseaux sont partis. Il ne faut pas dire amour si la colline des yeux n'est pas le miroir des vignes et de la résurrection du feuillage au-delà des cendres, si le sourire s'éteint avant même de naître. Il ne faut pas dire beauté si la perle de l'aube ne s'allume pas pour tous dans le matin, si l'espérance n'offre pas une branche robuste aux vagabonds égarés dans le brouillard. Il ne faut pas dire patrie si l'ombre de la pierre ne donne pas asile à l'âme errante de celui qui déserte les silences de mort pour rejoindre une parole qui ne ment pas. Il ne faut pas dire ciel si les hommes se tuent encore et toujours aux quatre coins du monde, si la vie est une loque qui dérive au gré des vents de haine et de folie. Il ne faut rien dire si la lumière ne resplendit pas. Non dire fuoco se l'edera a settembre non porta una farfalla con ali di fiamma sui fiori dove le api bottinano tra foglie a cuore arrampicate ai muri. Non dire pioggia se la chiocciola tace lungo i sentieri dell'adolescenza, se i morti sono travolti dalla foschia della dimenticanza come da una frana di sassi. Non dire autunno se nessuno risponde nell'azzurro riquadro della finestra, se muto è ogni tamburo nella notte dei sogni, se gli uccelli sono partiti. Non dire amore se la collina degli occhi non riflette i vigneti e la rinascita delle foglie che crescono dopo la cenere, se prima di nascere il sorriso si spegne. Non dire grazia se la perla dell'alba non si accende per tutti nel mattino, se la speranza non offre un ramo saldo a chi vaga smarrito nella nebbia. Non dire patria se l'ombra della pietra non offre asilo all'anima errante di chi fugge da silenzi di morte verso una parola che non mente. Non dire cielo se gli uomini s'ammazzano ancora e sempre sulle vie del mondo, se la vita è uno straccio portato via dal vento dell'odio e della follia. Non dire niente se luce non splende. Alors, donc, on va continuer, on va rester sur cette vague un peu intimiste, je crois, Oui. et en lisant deux textes de Walter City, un morceau des prochains romans qu'il va publier l'année prochaine, et un morceau des romans Une de l'heure normale, son deuxième. Oui, bonsoir. Cet après-midi, j'ai lu un morceau de ce texte qui sera publié l'année prochaine. Et c'était celui de l'après-midi, c'était un texte plus extériorisé, plus politique,
sur l'Italie en avril 2011, qui était comme magnétisé par les prouesses érotiques de Berlusconi. Ce soir, je vais lire un morceau qui est daté août 2012, et c'est un morceau beaucoup plus privé sur mon hypocrisie et sur le manque d'amour. Je le lis en italien et après Martin va le lire en français. Agosto 2012, dove si racconta il ricovero della madre in un ospizio. Nel fondo della sua demenza resta l'imperativo base con cui si è sempre relazionata agli altri: non lasciarli andare via. Vorrebbe tutti intorno, me, mia sorella e la badante, che ormai confonde con mia sorella. Ma adesso siamo noi che vogliamo estromettere lei dal suo spazio, diciamo pure da casa sua. Farle subire il trasloco definitivo, trasferirla in una di quelle che pudicamente la burocrazia comunale chiama strutture, in un ospizio, insomma. Anche se, come mia sorella non smette di ricordare con crescente senso di colpa, l'incubo peggiore di mamma è sempre stato di finire là, basta che me mandedi al ricovero. Le ipocrisie si intrecciano come rondini al tramonto. Se capita un peggioramento improvviso, almeno là hanno i mezzi per curarla subito. Fai conto che non sia più in grado di alimentarsi da sola, come ci prospettano. Qui come la gestiamo? Ivanka non può fermarsi sempre, averla in esclusiva chi la paga. D'altra parte tentare l'inserimento per 3 mesi in prova, in quei mesi cosa facciamo? Sosteniamo la retta là e l'affitto qua. Io non posso permettermelo, se tu te la senti. Anche per lei sarebbe uno sballottamento. Se si prende una decisione che sia quella, bisogna lasciarle il tempo di ambientarsi. Oltretutto, se diciamo di no adesso, finiamo in fondo alla graduatoria e se succede un'urgenza abbiamo perso il turno. Come in un film spietato di Sordi o Monicelli, l'idea di farla vivere con noi non ci sfiora nemmeno. Ciascuno ha i suoi equilibri precari e intoccabili. A Roma finirebbe di smarrirsi. Le poche persone che ancora riconosce non potrebbero venirla a trovare e con le visite di Gustavo come me la sbrigherei. Mia sorella ha la casa piccola e il figlio che deve dare gli esami. Io sono solo ma sempre in viaggio. Note false, dovunque io tocchi la tastiera. Quando la famiglia d'origine marcisce è più forte il dolore di non essere riuscito a costruirne una nuova. E poi dicono la purezza dei sogni. I sogni non sono mai puri, l'unica cosa a essere pura è la realtà. Di fronte al suo spartito così limpido, ad out così netti, i miei scrupoli e i miei rimpianti sono obesi, viziosamente in falsetto, fuori tempo e stonati. Così sconto la mia mancanza di musica. Signore, mi scusi, mi dica, lei non sa per caso se c'è un parcheggio qua vicino? No, perché siccome che mia figlia mi viene a trovare, così ci telefono e ci dico che può sistemare la macchina. Mi spiace, non sono della zona. L'informazione sarebbe stata comunque inutile, mi spiega più tardi l'infermiera. Sua figlia non viene a trovarla da anni e lei con tutti i visitatori nuovi inscena questa manfrina. Vecchiette sdentate che ridono per niente o stanno sedute a labbra strette fissando il vuoto. Una sola a tratti urla fortissimo Ina, 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 finché redarguita si azzitta. La sua odiatissima cognata si chiamava Guglielmina. A ogni parola terminante per Ina reagisce così. Si litigano le poltrone, si tengono per mano come bambine. Gli uomini sono più sobri e infelici, camminano avanti e indietro con la faccia scura. Uno picchia ritmicamente la testa contro il muro. Poi arriva la moglie e lo convince a sedersi, gli annoda al collo il tovagliolo. Lui inzuppa 3 michette nel brodo, è sempre stato un mangiatore di pane. La fossa dei serpenti. Appena vista la sala, mia sorella ha sillabato sgomenta: io qui non ce la lascio. E già stava per tornare in amministrazione.
Mia sorella è meno tortuosa di me. A mia madre si è ribellata quando era il momento e in modo aperto, pur somigliandole molto, anzi, forse proprio perché si rendeva conto di assomigliarle. La ribellione esplicita le ha permesso di non soffocare del tutto gli istinti naturali. Con la scusa di spalmarle la crema le massaggia le mani, la fa parlare dei tempi di guerra e quando la sente incespicare con le parole si sforza di capirla lo stesso. Dillo bene. Rievocano quando, 14enne, ai Littoriali vinse la medaglia di bronzo sugli 80 ostacoli. Accuriva forte. Se adesso continuai a correre chissà sto indossereva riveda. Correvo forte, se avessi continuato a correre chissà a quest'ora dove sarei arrivata. Io maschero la crudeltà da fatalismo. Se gli spiriti l'hanno chiamata bisogna lasciarla andare. Mi guardo intorno e il refettorio che puzza di disinfettante mi sembra già un'anticamera simbolica. Se le sfioro un braccio per indirizzargli il cucchiaio o la forchetta, credo di toccare un ramo putrescente. Di nascosto da tutti, anche da mia sorella, mentre stavamo nel minuscolo cortile che funge da giardino, ho provato a baciarla su una guancia e lei mi ha sorriso, ma tenendo d'occhio la porta, come se compissi un atto osceno in luogo pubblico. Il momento più terribile è stato quando mamma ha capito che non eravamo lì per la visita di un giorno, come le avevamo più volte ripetuto, ma che noi saremmo ripartiti e l'avremmo abbandonata. Muoia da Sterché per sempre. Anche l'idea suggerita dal primario di fermarci a pranzo per favorire l'ambientamento ha reso le cose più difficili. Il carattere chiuso di mamma ha avuto il tempo di solidificarsi, qui dentro non le piace a nessuno. Si è rifiutata di salutare la sua compagna di camera e ci ha sottoposto a una sfilza di no, 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 che sembrava il flagello di Dio. In amministrazione ci siamo tornati, ma per ripararci da quella grandine, per non ascoltare altri dinieghi. La nostra impacciata vigliaccheria, anche quella ben intenzionata di mia sorella, non ci consentiva di immaginare soluzioni alternative. Dunque ci siamo fatti esplicitare i passi successivi del Calvario: monitoraggio giornaliero della capacità di deglutizione, esame dei residui in sede polmonare, riabilitazione degli arti inferiori per 2 ore al giorno. E preparatevi per la scelta decisiva se impiantare, quando sarà il momento, la sacca alimentare sottocutanea oppure no. Parliamoci francamente, dottore, si può ipotizzare una scadenza? Se rifiutiamo l'alimentazione forzata, quanto può durare il deperimento organico? Dio mio, Walter, ma la lasciamo morire di fame? Purtroppo non posso rispondervi con precisione. Si sono verificati casi, soprattutto con degenza femminile, di pazienti che hanno tirato avanti anche 12 mesi mangiando un tortellino al giorno. Fuori sulla piazzetta i parenti hanno lucchettato i motorini, ma qualcuno la bicicletta l'appoggia senza legarla perché tanto si ferma pochissimo. La nipote di un ospite deceduta stamane spera che la denuncia non sia immediatamente obbligatoria. Con la pensione della nonna tiriamo avanti in 3, con la pensione della nonna tiriamo avanti in 3. Quando la violenza dei bisogni diserciona la superbia, l'unico vanto è essersi occupato di un altro più che di se stessi. Mia madre l'ha fatto per me, sia pure con esiti disastrosi. Io non l'ho mai fatto per lei. Se qualcuno mi parlasse ora di culturisti, giuro che potrei vomitare. Août 2012, où l'on raconte l'admission de ma mère dans un hospice. Sur le fond de sa démence demeure l'impératif qui a toujours servi de base à toutes ses relations avec les autres, ne pas les laisser s'en aller. Elle voudrait que tout le monde soit autour d'elle, moi, ma sœur et sa dame de compagnie, qu'elle confond maintenant avec ma sœur. Mais maintenant, c'est nous qui voulons l'expulser de son espace, disons carrément de sa maison. On doit lui faire subir le déménagement définitif, la faire admettre dans un de ces lieux que la démocratie appelle pudiquement structure, en un mot, dans un hospice. Même si, comme ma sœur n'arrête pas de le rappeler avec un sentiment de culpabilité qui ne cesse de grandir, le pire cauchemar de maman a toujours été de finir sa vie dans ce genre d'endroit, tout sauf l'hospice. Les hypocrisies se croisent comme des hirondelles au coucher du soleil. Si jamais ces conditions empiraient à l'improviste, au moins là-bas, il pourrait la soigner tout de suite. Imagine qu'elle ne puisse plus s'alimenter toute seule, comme il nous l'annonce, comment est-ce qu'on va faire ici? Ivanka, elle ne peut pas rester ici tout le temps, et si on la veut en contrat exclusif, qui est-ce qui pourra bien la payer?
Par ailleurs, si on tente de faire l'insertion pendant 3 mois comme un test, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces mois? On paye les mensualités là-bas et le loyer ici. Moi, je ne peux pas me le permettre, non. Mais toi, si tu t'en sens capable. Bon, mais aussi pour elle, cela ferait un peu trop d'aller-retour. Et si on prend cette décision, il faut bien lui laisser le temps de s'y habituer. Mais surtout, si on dit non maintenant, on va finir tout en bas du classement, et si jamais il y a une urgence, on aura perdu notre tour. Comme dans un film sans pitié, de Sordi ou de Monicelli, l'idée qu'elle pourrait venir avec nous pour vivre ne nous effleure même pas. Chacun a ses équilibres, précaires et intouchables. À Rome, elle finirait par s'enfoncer complètement. Les quelques personnes qu'elle reconnaît encore ne pourraient même pas lui rendre visite. Et avec les visites de Gustavo, comment est-ce que je pourrais faire, moi? Ma sœur a une petite maison et son fils doit passer les examens. Moi, je vis seul, oui, mais je suis toujours en déplacement. Des fausses notes, quelles que soient les touches que j'effleure. Quand la famille d'origine pourrit, la douleur de ne pas être parvenu à s'en construire une nouvelle est toujours plus forte. Et puis il te parle de la pureté des rêves. Les rêves, ils ne sont jamais purs. Il n'y a que la réalité qui soit pure. Face à la limpidité de sa partition, face à ses alternatives aussi nettes, mes scrupules et mes remords sont obèses, ils chantent faux, ils ont l'air vicieux, ils sont à contretemps et ils détonnent. C'est comme ça que je paye mon manque de musique. Pardon, monsieur, je vous en prie. Vous ne savez pas par hasard s'il y a un parking dans le coin? C'est parce que, comme que ma fille, elle devra venir nous visiter, comme ça, je peux l'appeler, je peux lui dire comment qu'elle peut faire pour la voiture. Je suis désolé, je ne suis pas d'ici. De toutes les manières, comme m'explique l'infirmière un peu plus tard, l'information eût été inutile parce que sa fille ne vient jamais la voir depuis des années et qu'elle n'arrête pas de mettre en scène ce petit sketch pour tous les nouveaux visiteurs. Des vieilles dames édentées qui rient pour rien ou qui restent là, assises, avec les lèvres closes, en fixant le vide. Il y en a une qui crie toute seule, très fort, « Inna, Inna, Inna !» jusqu'au moment où on la reprend et où elle finit par se taire. Sa belle-fille détestée s'appelait Guglielmina. Et elle réagit comme ça chaque fois qu'un mot se termine par « Ina ». Et voilà qu'ils se disputent des fauteuils, elles se tiennent par la main comme des petites filles. Les hommes sont plus sobres et plus malheureux, ils font les 100 pas avec un visage sombre, l'un d'entre eux frappe rythmiquement sa tête contre le mur. Sa femme arrive alors et le convainc de s'asseoir, elle lui noue la serviette autour du cou, il trempe 3 mouillettes dans le bouillon, il a toujours été un amateur de pain. La fosse au serpent. À peine a-t-on visité la grande salle, que ma sœur susurre, perdue, « Moi, je ne la laisse pas ici. » Et la voilà déjà sur le point de s'en aller et de retourner au secrétariat. Ma sœur, elle est moins tortueuse que moi. Elle s'est rebellée contre ma mère au moment opportun et de manière ouverte, alors qu'elle lui ressemblait beaucoup mieux, parce qu'elle se rendait compte qu'elle lui ressemblait. Cette rébellion explicite lui a permis de ne pas suffoquer complètement en elle les instincts les plus naturels. Ainsi, sous le prétexte de lui passer de la crème, elle lui masse les mains, elle la fait parler de l'époque de la guerre, et quand elle voit qu'elle a du mal avec les mots, elle s'efforce de la comprendre quand même. Allez, dis-le bien. Elle se rappelle quand à 14 ans, elle avait gagné la médaille de bronze aux 80 mètres haies à la compétition des littorales. Ah, pour sûr que je courais vite. Si j'avais continué à recourir comme ça, je ne sais même pas où je serais arrivé pour finir. Pour ma part, je me cache la cruauté du fatalisme. Si les esprits l'ont appelée à eux, il faut la laisser aller. Je regarde autour de moi, et le réfectoire qui pue le désinfectant me semble déjà une antichambre symbolique. Si j'effleure son bras pour lui montrer la cuillère ou la fourchette, j'ai l'impression de toucher une branche pourrie. En cachette de tous, et même de ma sœur, pendant que nous nous trouvions dans la cour minuscule qui sert de jardin, j'ai essayé de l'embrasser sur la joue, et elle m'a souri. Mais en regardant en direction de la porte,
comme si j'accomplissais un geste obscène dans un lieu public. Le moment le plus terrible, ça a été quand maman a compris que nous n'étions pas là pour une visite d'un jour, comme nous lui avions dit à plusieurs reprises, mais que nous allions repartir pour l'abandonner là. Mais il faut que j'y reste pour toujours. L'idée suggérée par le médecin-chef de rester pour déjeuner avec elle et favoriser de cette manière son insertion a rendu les choses plus difficiles encore. Le caractère fermé de maman a eu tout le temps de se solidifier. Ici, personne ne lui plaît. Elle a refusé de saluer sa compagne de chambre et elle nous a infligé une litanie de non, 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 qui semblait le fléau de Dieu. Nous sommes alors retournés au secrétariat, mais c'était seulement pour nous protéger de cette grêle, pour ne pas écouter d'autres dénigrements, et notre lâcheté pleine d'embarras, jusqu'à celle de ma sœur pleine de bonnes intentions, ne nous permettait pas d'envisager d'autres solutions. Et c'est ainsi que nous nous sommes fait expliquer les passages successifs du calvaire. Contrôle quotidien de la capacité de déglutition, examen des résidus au niveau des poumons, réhabilitation des membres inférieurs 2 heures par jour, et puis préparez-vous au choix décisif, à savoir l'implant, au moment nécessaire, de la poche sous-cutanée ou non. Parlons franchement, docteur. Peut-on faire l'hypothèse d'une échéance? Si nous refusons l'alimentation forcée, combien de temps peut durer le dépérissement organique? Mais mon Dieu, Walter, on ne va pas la laisser mourir de faim. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre avec précision. On a vu des cas, des femmes surtout, des patientes donc, qui ont tenu 12 mois en mangeant un tortellino par jour. Dehors, sur l'esplanade, les parents en visite ont attaché leur vélomoteur, mais certains ont appuyé la bicyclette sans l'attacher parce qu'ils ne s'arrêtent pas très longtemps. La petite fille d'une patiente, décédée ce matin, espère qu'elle n'est pas obligée de déclarer le décès tout de suite. Avec la pension de la vieille, on bouffe à 3, nous. Quand la violence des besoins désarçonne tout orgueil, l'unique supériorité est de s'être occupé d'une autre personne plus que de soi-même. Ma mère l'a fait pour moi, fût-ce avec des résultats désastreux. Moi, je ne l'aurais jamais fait pour elle. Si quelqu'un venait me parler de culturisme maintenant, je jure que je pourrais me mettre à vomir. C'est vrai. Alors, je vais lire un passage du dernier roman de Walter City, traduit en français, qui est le 2e roman de Walter City, donc, qui fait partie de la trilogie commencée par Le Son de Nu. Ces livres, le premier comme celui-ci, a été traduit par Martine, second Boer. Et dans ce livre, dans lequel il y a des poèmes, c'est moi qui ai traduit les poèmes. Mais le passage que je vais lire est un passage en prose qui se situe dans le premier quart du livre, le paragraphe 14. 2 novembre 95, nuit de la Passion, en référence à Getseani. J'irai te voir quand les routes seront déblayées d'un corps pesant et barbouillé de neige. Voici que la vérité de nouveau. Si alors, peut-être qu'il faudrait qu'on explique c'est quoi ce livre. Ah oui, peut-être. Ouais, explique-toi peut-être. Oui, ouais. Oui, parce que je me lance dans la lecture et quel est le passage? Voilà. Non, mais bien sûr. Pardonnez-moi. Faites attention de ne pas tomber. Hein, là, vous êtes... Oh, ça fait un événement, c'est pas mal. C'était l'événement il y a 2 mois, quand j'ai un ami qui est... Oui. Qui s'est tué. Dans le roman, c'est, comme disait Martin Reff, c'est le second d'une trilogie. Et bon, le premier, c'est quand le protagoniste a environ 35 ans, 35, 36, 37,
Et c'est un roman justement l'obsession pour bodybuilder, etc. Le second, c'est un roman d'amour, disons. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire entre le protagoniste et un garçon qui s'appelle Mimmo, qui est un garçon du sud de l'Italie. Il y a une première version du livre qui a été écrite pour ce garçon, pour Mimmo. Et c'est donc une première couche du roman un peu romantique. Le roman a été refusé par l'éditeur et alors le protagoniste va réécrire le roman d'une dernière façon plus cruelle. Et cette dernière façon d'écrire, c'est aussi pour se faire abandonner du garçon qu'il n'aime plus. Et quand le garçon lit la deuxième version du roman, il finit pour se tuer. C'est ça. J'irai te voir quand les routes seront déblayées d'un corps pesant et barbouillé de neige. Voici que la vérité, de nouveau, prend nécessairement la forme de la trahison. La bulle de savon, la demoiselle zèle, avec toutes ces petites syllabes et ces révérences, disent la joie d'amour. Elle est peut-être advenue grâce à la chance, bébête, mais advenue. Mais on ne peut pas conclure à une hypocrisie d'amour le « je te veux, je te veux, je te veux », masquant le « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Pour preuve, notre rêvasserie de ce soir, faire un emprunt, l'avance sur recette pour le film, l'adoption d'un enfant à distance, les cadeaux suspendus à l'arbre, pour éluder une affaire très simple, les corps caverneux restent vides. Quelle est cette procession de moines si tranquille, dans la glace du deuxième millénaire, lente parce que forte de la certitude que les puissances obscures reprendront leur otage. J'avais parié que mon attirance n'aurait pas duré au-delà de 10 poèmes. Elle a duré quasiment le double. Minute après minute, le soir, à mesure que ton train s'approche, le désir de te voir s'affadit et la conscience de cet affadissement efface la bouche, les yeux, la voix. Peut-être que ça arrive à tout le monde, mais ce tout le monde est l'allié de la biologie, les tétés, les linges. Nous sommes soumis même devant une poignée de porte. Si je n'ai même pas réussi à expliquer ce que tu es quand tu danses, cesser d'avoir une attirance est aussi pénible que d'être abandonné, à ceci près que je ne peux atténuer la douleur en haïssant celui qui m'abandonne, puisque cette fois c'est moi qui l'ai fait tout seul. En Calabre, le marchand de fromage éteignait ses lanternes une par une, en leur substituant un soleil jaunâtre qui, lui, n'était pas financé par la dringuette. Dans ma chambre, les larmes que l'amie, 2 fois veuve, m'a confiées sans jamais venir les reprendre. Sais-tu bien que quand je ferme les yeux, juste avant l'orgasme, je n'arrive même plus à me représenter un athlète. La soustraction de ton corps et du mien est due à la multiplication des corps qui émanent de l'esprit. Le radieux court sur pattes est revenu de Tokyo, où il a fait 4e, mais je n'ai pas eu le courage de le voir. L'église s'effrite au premier semblant de restauration. Tu ne me plais plus. C'est une monstruosité inavouable, tellement elle est banale. Gentille mademoiselle Lamort, quand je vous ai vu dans le parc, j'ai cru pouvoir bavarder avec vous, de sport par exemple, mais vous me posez des questions capitales auxquelles je ne peux pas me soustraire étant donné, justement, votre exquise gentillesse. Vous me demandez pourquoi je suis attiré que par des inconnus et pourquoi, après avoir présumé que le salut viendrait d'eux, je découvre que le salut n'est même pas là. Mon érotisme ne réside que dans la négation. Venez, gentille demoiselle, je vous en prie, éloignez de moi ce coussin bavant l'encre, faites cesser l'acharnement thérapeutique, venez, vous personnellement, et emmenez-moi. J'ai des brûlures d'estomac,
les pieds à la place des aisselles. Je suis réduit à une tranche de lit ridicule, parce qu'en patron, tu t'étales de plein droit, et il ne me reste que la patience. Je voulais posséder ma mère, pas devenir comme elle. Ah, gentille demoiselle, je suis là, à suer le sang. J'ai le doigt maculé de fesses parce qu'actuellement c'est l'unique prestation sèche que je peux t'assurer. Toi, tu feins par pitié de jouer un max, puis tu me tires les moustaches et je lis dans tes yeux l'horreur secrète du dévouement. Je sais ce que veut dire passer clandestinement un seuil défendu. Comme le bœuf qui, un kyste lui ayant poussé sous la queue, croit pouvoir se mêler au taureau, mais qui est tout de suite reconnu à son mugissement et chassé du troupeau. Le paradis dont on ne peut sortir et duquel tous, maintenant, sont partis. Adam avait un frère cadet que Dieu avait créé par sécurité. Comme les vieux de nos campagnes qui ne faisaient jamais un enfant unique, dans l'hypothèse qu'il soit victime de la diphtérie ou de la grippe espagnole, il t'en crève un, il t'en reste un autre. Et comme ça, Dieu, si le premier ne lui convenait pas, il se serait mis à chercher dans l'autre argile. Le second s'était avéré plus intelligent. En fait, il était loin, dans une autre partie du jardin, et quand s'est produit le fâcheux esclandre d'Ève, il n'a pas péché, il n'a pas été chassé par l'archange. De temps en temps, il demandait la permission d'aller rejoindre son frère et sa belle-sœur, profiter de quelques caresses furtives sur Caïn et Abel, déconcerté par cet oncle bizarre, et puis il retournait au paradis. Mais le jardin, faute de soins, commençait à se dessécher, les animaux avaient suivi le couple, et les anges prenaient le large. La seule chose à faire demain matin serait de nous dire sérieusement adieu. Alors, donc, la première question que je voudrais poser aux écrivains concerne les sujets même de cette soirée, de cette kermesse en général. Qu'est-ce que c'est pour vous, comme écrivaine, comme citoyen, l'indignation et surtout à quoi sert l'indignation? Quand j'ai pris des contacts avec Walter City pour préparer cette soirée, il m'a dit je n'aime beaucoup vraiment l'indignation, j'aime plutôt de comprendre la réalité, comprendre le monde alentour. Et donc, comment on peut répondre à cette question? C'est moi qui commence. Ok. Alors, je vous ai dit, oui, que l'indignation, ce n'est pas mon fort. C'est-à-dire que quelquefois, surtout maintenant en Italie, je m'indigne un peu contre la facilité de s'indigner. Et surtout de s'indigner collectivement sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. S'indigner sur des stéréotypes. Parce que j'ai l'impression quelquefois que on va dans la rue, on crie des slogans, des choses comme ça, pour 2 heures, on revient à la maison et on dit on a fait ce qu'on devait faire et on est satisfait. Mais moi vraiment je sens quelque chose qui me porterait à aller là et dire mais non, mais vous n'avez rien fait. On devrait commencer quelque chose de vraiment qui vous pousse à changer votre vie. Il ne suffit pas tout simplement de crier des choses. Je ne sais pas comment on dit en français, vous savez, dans le Wilhelm Meister de Goethe, il y a un journal qui s'appelle Diario di un'anima bella. La belle âme. La belle âme, oui. J'ai l'impression quelquefois que l'indignation sert pour avoir l'âme belle.
Et dans ce moment, c'est vraiment la chose qui est moins utile en Italie d'avoir l'âme belle, parce que personne n'a l'âme belle en Italie maintenant. Oh. La corruption est vraiment entrée, je pense, même dans les gens qui sont les moins corrompus. Corrompus, voilà. Même les mots les plus faciles m'échappent. Parce qu'il y a comme je crois qu'il y a comme deux niveaux très différents maintenant en Italie. Il y a un niveau explicite qui est le niveau des journaux, qui est le niveau de la télé, qui est le niveau de ce qui arrive à Berlusconi, de ce qui arrive à la politique, au Parlement, etc., à l'Europe, tout ça, et dans lequel niveau il paraît que c'est très facile de choisir. Il y a l'ennemi, il y a le grand bouffon, il y a le clone, etc., il y a les âmes belles qui vont l'expulser, etc. Et il y a un niveau plus secret, plus profond, dans lequel on a l'impression que beaucoup de choses ont changé l'âme des Italiens et les Italiens ne le savent pas. Et donc tout reste immobilisé. Il y a une dizaine d'années qu'en Italie, on assiste à une frénésie immobile. Tout est en agitation et rien ne va nulle part. Et alors, dans cette situation-ci, je crois que l'indignation, vraiment, c'est une émotion de surface et pas de profondeur. Maintenant. Si, oui. Moi, je suis en partie d'accord avec Walter City. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme indignation parce que c'est un terme fourre-tout, non? Générique, ambigu. L'autre jour, hier, au canton di Tessin, on a fondé il Partito degli Indignati, mais un parti populiste, avec des personnes de droite. Alors, on ne comprend pas, non? Il y a des indignés de gauche, il y a des indignés de droite. J'aime mieux le terme opposition, c'est plus clair. C'est un terme plus clair, non? Un terme plus clair. La deuxième chose que je veux dire, c'est celle-là. Ce soir, on parle de littérature. La littérature, on la fait avec les mots. On ne la fait pas avec les émotions, mais le moteur doit être l'émotion pour moi. Et alors, je pense que la forme est fondamentale, non, pour la littérature, la prose, la poésie. On en fait avec les mots. Mais je vous dis encore une chose, on peut s'indigner dans le sens étymologique du mot. L'indignation est le sentiment qui naît devant à ce qui n'est pas digne. Alors là, je suis d'accord. Dans le texte que j'écris, j'ai une espèce de réaction avant ce qui n'est pas digne, non? Mais dans le sens politique, alors là, je fais moi aussi des réserves. Disons, une édition, c'est une chose morale, non? Une édition morale. Là, je suis d'accord. Tu as mentionné la différence entre la littérature en prose et la poésie. D'ailleurs, tu es soit un écrivain, soit un écrivain de prose, soit un d'accord. poète. Quelle différence il y a plus précisément dans la pratique de ces genres pour toi et je parle pour moi, pour vous? Je pense que oui. D'accord. Alors, moi j'ai commencé à écrire des poèmes, non? Quand j'étais jeune. Mon premier recueil, 69, un petit recueil. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Dans les années 60-63, en Italie, il y a eu un groupe qui s'appelait Gruppo 63. C'était un groupe de terroristes de la littérature. C'est-à-dire, il faisait des jeux de mots très raffinés. Bon, il y a même des poètes là-dedans, il y a Sanguinetti, il y a Pagliarani, mais il y avait cette théorisation extrême qui me faisait peur. Je me disais, je ne peux pas écrire, parce que je ne réussirai jamais à faire des choses comme ça.
Et alors, j'ai dit, bon, je renonce à la littérature, bon, c'est pas mon métier, non. Je ne pense pas que la littérature naît d'une théorie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, un professeur universitaire qui dit, on fait la littérature, on la fait comme ça. Non, la littérature n'est pas cette chose-là. C'est autre chose. Ça n'a jamais été comme ça. La littérature n'est jamais née d'une théorie. Il faut réfléchir sur la littérature, d'accord, mais il ne faut pas écrire selon une théorie. Alors moi, j'ai refusé ça. Je dis, peut-être c'est pas mon métier. Puis j'ai lu Joyce, j'ai lu l'Ulysse de Joyce, j'ai lu d'autres grands écrivains du XXe siècle. Je dis non, je ne peux pas. Et tandis qu'avec la poésie, j'étais plus à mon aise. Mais j'étais à mon aise sur la ligne minoritaire de la poésie italienne du XXe siècle, c'est-à-dire la ligne qui part de Gozzano, et puis arrive à Pavese, non, à Caproni, des poètes. Voilà, une poésie qui effleure la prose. Maintenant, on est revenu sur cette ligne-là, non, ces dernières années. Il y a même encore une poésie qui effleure la prose. On a abandonné l'hermétisme, on a abandonné disons, come si dice ricamo? Dentelle. La dentelle de mots, voilà. Pour parler de l'homme, pour parler de la condition de l'homme sur la terre, même dans la poésie. Alors, j'étais plus à mon aise dans le genre littéraire poésie, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec la poésie. Ensuite, je me suis débloqué avec la prose quand j'ai compris que je devais écrire de ce que je savais, de l'ambiance que je connaissais. Voilà, une espèce de réalisme, si vous voulez, mais ensuite on pourrait préciser mieux le concept de réalisme. Et j'ai commencé plus tard à publier même des récits basés sur l'oralité, c'est-à-dire je parlais avec des personnes, par exemple, le volontaire de la guerre d'Espagne, par exemple, ma mère qui a travaillé dans les fabriques de cigares, ou j'allais dans les archives voir des documents, par exemple, le document hors-la-loi du siècle du 19e, et j'ai compris que là, je pouvais écrire. Et j'ai commencé. Merci. Au contraire, Walter Sitti est un écrivain des romans. Mais on peut dire que peut-être la nourriture du style de Walter Sitti est poétique, il est un critique de poésie et il a inséré des poèmes dans le contexte de ses romans. Alors, quel est l'usage de ces genres pour Bon, je crois que dès le début, j'ai eu de la poésie et de la prose deux idées absolument opposées, peut-être trop opposées, mais que je sentais comme vraies. C'est-à-dire que j'avais l'idée que la poésie, c'était quelque chose pour laquelle il fallait être écrit et pas écrire, qui voulait être une disposition passive et donc devenir comme un conteneur vide pour écouter les mots qui venaient du dehors et peut-être du haut. Et j'avais des citations, des choses de Dante et tout ça qui disaient que la poésie c'était peut-être ça, de Dante jusqu'à Giudici, jusqu'aux poètes que j'aimais, mes contemporains, etc. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait à faire avec la divinité, ou si vous voulez au mysticisme, c'est-à-dire qu'on doit devenir comme une nonne très humile qui accueille les mots qui lui viennent de Dieu.
Tandis que la prose, il me semblait que c'était une affaire d'un âne qui tire sa charrette. C'est-à-dire que les prosateurs sont des ouvriers qui, tout le matin, vont s'asseoir au bureau et écrire un certain nombre de pages, etc. Et c'est un travail d'esclave, tandis que la poésie, c'était un travail de maître. Et alors, j'avais dans ma tête cette division très hyperbolique et exagérée, dont j'ai commencé par écrire quelques vers. Et un ami à moi qui est un critique littéraire qui s'appelle Alfonso Berardinelli m'a dit bon, ta poésie est trop serrée, trop cryptique, peut-être que tu devrais la rendre un peu plus prosaïque et expliquer un peu au lecteur, peut-être avec des petites didascalies, ce que tu voulais dire dans les vers. Alors j'ai commencé à écrire ces petites didascalies qui sont devenues un roman de 650 pages. Et alors, j'ai vu que ma poésie était complètement submergée par la prose. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, pour moi, commencer à raconter le monde, sinon en commençant par la raison. Et donc par la lucidité et par le travail de inventer des dispositions stylistiques pour capturer le réel et le mettre dans la page, le contraindre à rester dans ma page. Mais en faisant ça, j'étais très ennuyé du réel et je voyais que le réel, ce n'était pas tout. Et alors, quelquefois, l'écriture avait besoin de s'enfuir. Et c'est là que la poésie venait bonne. C'est-à-dire, c'est là que je me rappelais, j'avais étudié comme professeur d'université, j'avais étudié surtout les poètes, pas les prosateurs. Alors j'avais dans ma mémoire des centaines de vers, de poètes, pas seulement italiens. Dans le morceau que tu as lu, il y a une référence à Baudelaire, il y a un vers de Baudelaire, la secrète orale du dévouement, pour qu'il vient d'irréversibilité. Et je ne les cherchais pas, mais ils arrivaient comme pour renforcer la prose et là enlever sur un plan un peu supérieur. Et alors j'ai continué comme ça, c'est-à-dire que je ne suis pas poète, j'ai l'impression que la poésie ne me considère pas digne de me visiter, mais elle quelquefois vient à aider ma prose et à faire de manière que ma prose ne soit pas plate. Et il y a dedans un peu d'inconnu. Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Non, ça va. No, ma posso io? No, ha detto seduto. Ah, ouais. Oui, j'étais frappé parce que je parlais de cette question avec Banks hier, du rapport au poème. Ouais. Et je lui disais, pour une génération d'écrivains, nés, disons, entre 40 et 60, le premier livre, c'est un livre de poèmes. Et je disais, c'est très frappant, si tu regardes, même les écrivains américains. C'est-à-dire, tout le monde sait que Joyce a commencé par des poèmes, qui sont assez mauvais. Okay. Faulkner a commencé par 2 recueils de poèmes. Banks a commencé par 2 recueils de poèmes. Proust aussi. Proust a commencé par des recueils de poèmes. Et je lui disais, même quelqu'un d'aussi... même les auteurs, disons, américains qui semblent les plus réalistes, les plus down to earth, les plus liés à l'actualité politique américaine, etc., quand ils ont commencé dans les années 60 à écrire, pour des gens qui étaient nés dans les années 40, disons, l'accès à la littérature, c'était le poème. Et ce qui me semble vraiment important, c'est la manière dont cette première porte, disons, ou cette ce premier accès au texte, la manière dont ça reste après. Quel est le reste de ça, si tu veux? Alors il y a plusieurs cas, il y a des écrivains qui marchent sur les 2 pieds, comme vous, c'est-à-dire que
Il y a un pied poétique et puis un pied narratif. Hein. Et puis, il y a des narrateurs qui tournent complètement le dos à la poésie. C'est le cas de Banks. Hein. Banks, il m'a dit, le seul... il m'a dit ça hier, c'est assez drôle, il m'a dit le seul service que je pourrais rendre à ma propre gloire, ça serait d'acheter tous mes recueils de poèmes et de les brûler. Et puis il y a des écrivains comme toi qui ne marchent pas vraiment sur les deux pieds, mais qui font figurer dans leur prose, sur plusieurs régimes, et c'est ça qui me paraît important, sur plusieurs régimes, le texte poétique. Parce que si vous prenez... Alors, è più vero dei primi libri, hein, c'est plus vrai des premiers livres. Mais si vous prenez les textes de Walter, hein, il y a très souvent, hein, je prends cet exemple, hein, mais bon, pour vous montrer, hein, c'est-à-dire que figure dans un chapitre en prose, on pourrait parler, je ne sais pas si tu connais l'expression française, d'échappée belle, au moment d'échappée belle, le poème qui, et c'est vraiment le cas d'une douleur normale, puisqu'il y a une trentaine de poèmes, hein, de poèmes versifiés, de poèmes... Bon. Et ça, je trouve intéressant. C'est un jeu un peu plus compliqué parce que je dis, je te donne ces poèmes, si ces poèmes sont beaux, alors ça signifie que je te aime vraiment. Si les poèmes sont laids, ça veut dire que je fais feignant. Et je pensais que les poèmes étaient laids, et alors c'était une manière de dire que je faisais semblant d'aimer. Voilà, je voulais ajouter une chose. Oui, dans ce sens-là, ce que tu as dit. Moi aussi, dans le texte que j'ai lu, la dernière page est un vers. Est un poème. Il faut le montrer d'ailleurs. Je pense que... Presque une épigraphie, presque. Oui, c'est un peu comme un... Voilà. Dessiné, oui. Mais je pense que le problème, c'est toujours le même, le style. Non? Voilà. Quand on écrit, non, c'est toujours le style, la forme, le rythme de la phrase. Soit un poème, en poésie, soit en prose. Même si les gens sont évidemment différents. Mais même en prose, il faut faire attention au rythme, au choix de mots, aux métaphores, etc., comme dans la poésie. Non, ça oui, évidemment, mais même quand j'écris en prose, et c'est vraiment de la prose, bon, évidemment, il y a des questions de rythme, de sonorité. Oui. Je refuse un mot parce que, par exemple, il fait rime avec un autre mot, et alors ça ressemble à de la mauvaise poésie, alors je les casse, etc. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, il y a une chose un peu plus profonde, je crois, pour moi, c'est-à-dire que quand la prose commence un peu à avoir besoin de la poésie, ce n'est pas seulement pour des questions de rythme, parce que le rythme, c'est la prose qui a son rythme, mais il y arrive quelque chose qui déconcerte la prose. C'est-à-dire que après une phrase qui, par exemple, il paraît qu'il n'a aucun rapport avec ce que je dis avant, je dois reprendre mon haleine pour recommencer à écrire en prose. Donc c'est vraiment quelque chose un peu comme une valve, voilà, une valve de sécurité, oui, un sas de sécurité. Oui, quelque chose comme ça, comme si j'ai besoin quelquefois de n'être pas toujours maître de moi-même, de me laisser aller un peu. C'était intéressant là, le fait que vous avez utilisé les mots visiter. Donc on est visité par la poésie, mais l'écrivain, le romancier va visiter le monde, donc la réalité au contraire. Et je pense à la dame. Je pense à la fin du pamphlet, du petit livre, Le réalisme et l'impossible. Vous écrivez il realismo per me significa sporgersi, s'épancher. Le réalisme pour moi signifie s'épancher. S'épancher pour regarder au-delà de la surface de la réalité, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je vais vous demander est ça. Où vous allez chercher la réalité, les mots que vous utilisez pour décrire, pour raconter la réalité. Bon, quand j'écris que pour moi le réalisme, ça signifie se pencher,
plus que se pencher comme à une fenêtre pour voir. Ouais. Hein. Et c'est un geste typique, non, du narrateur. Enfin, il y a beaucoup de métaphores à proche sens, c'est-à-dire la métaphore du miroir, par exemple, aller par la rue avec un miroir, etc. Mais plus que ça, sporgersi signifie se mettre en jeu, c'est-à-dire ne pas rester sur ce qu'on a écrit jusqu'à ce moment, ne pas se fermer dans une... S'enfermer même. Oui, s'enfermer dans une... dans un temps, dans quelque chose qui est... bon, c'est-à-dire, maintenant je suis au 8e roman, et ce que je ne veux pas faire surtout, c'est d'écrire à la City. C'est-à-dire la manière de... Oui, de ne pas Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire à la City. De ne pas faire du maniérisme. Et donc, si je restais dans ce que je sais déjà, ce serait inévitable. Et alors, je dois me pencher vers ce que je ne connais pas, ce qui n'est pas forcément un nouveau milieu. Aussi bien, j'ai transféré l'habitation, j'ai déménagé, j'ai transféré l'habitation de Rome à Milan, même pour ça, parce que je n'en pouvais plus de Borgate romaine, etc. J'avais besoin d'un panorama. Situer les romans dans un contexte oui, d'un panorama nouveau autour de moi, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le paysage qui doit vraiment changer, c'est le paysage intérieur. Dans le livre que j'écris maintenant, qui s'appelle Exit Strategy, c'est la sortie de l'obsession sexuelle qui m'a accompagné pendant une quarantaine d'années. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est fini. Et alors ça, c'est intéressant pour moi, de voir qu'est-ce qu'il y avait après. Donc, Sporg, c'est surtout ça, c'est-à-dire de chercher du nouveau. Oui, si je peux ajouter, tu posais la question sur le réalisme. Pour moi, c'est important le sentiment d'identification, l'empathie. Comment c'est dit en français? Empathie, voilà. Par exemple, dans le dernier roman que j'ai... je ne suis pas un romancier, dans le dernier livre que j'ai écrit, je suis plutôt un narrateur. Et je me suis mis dans la peau du protagoniste, qui s'appelle Joseph Fontana. J'ai écrit, moi, je suis lui. Alors, j'ai compris que je pouvais écrire quand j'ai trouvé la voix. Non, je me suis mis dans la peau de mon protagoniste. Bon, naturellement, c'est toute une fiction, évidemment. Non, il faut inventer la réalité. Le réalisme, bon, passant disait, non, le réaliste est un illusionniste, non? Un illusionniste. Mais, pour moi, le fait d'écrire, en me mettant dans la peau des gens, m'aide à écrire ça. C'est une espèce d'expédiente per scrivere. Non, voilà. C'est une autre question très intéressante. Qui est-ce qui dit « je » dans les romans de Walter City ou dans les romans d'Alberto Nessi? Vous savez que Walter City a écrit des romans qui on peut définir d'autofiction, même si les mots n'étaient pas très communs en Italie quand Walter City a commencé à écrire des romans. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce propos. Oui, c'est un problème pour moi jusqu'à partir de début, parce que enfin, quand j'ai commencé à écrire le premier roman, c'était en 82. J'ai mis 12 ans, c'est-à-dire que le roman est sorti en 94, mais c'était 12 ans que je cherchais à l'écrire. Dans mes premiers ébauches, tentatives, je vois que je n'écrivais pas j'ai fait la chose comme ça, j'ai vu, etc., mais j'écrivais le jeu
a fait, le jeu en français a vu, etc. Comme si le jeu c'était déjà quelque chose qui était Objectivé. hors de moi. Ouais. Donc, je pensais à Rimbaud, je pense. Ouais. Et puis, j'ai lu un livre de Lejeune, de Philippe Lejeune, qui s'appelait Le Pacte autobiographique, dans lequel il racontait un peu comme ça fonctionne avec les autobiographies. Et donc j'ai dit, je prendrais la structure et les trucs, les pièges, pour faire croire au lecteur que c'est une autobiographie, mais je mettrais dedans des choses que je n'ai pas faites, dont une fausse autobiographie. Et alors, au fil des années, ça a été très, très inquiétant pour moi, parce que le monsieur qui s'appelait Walter City, et donc qui disait « je », ce n'était pas moi. Il disait des choses que je ne partageais pas. Et donc, petit à petit, je me suis demandé, mais alors, moi, qui suis-je? Parce que si Walter City, c'est lui. Et donc, ça a été un peu déconcertant. Et maintenant, dans le livre que je suis en train d'écrire maintenant, c'est peut-être un peu le triomphe de ça. Parce que c'est un journal, et donc dans un journal, il y a quelqu'un qui dit « je », forcément, et qui s'appelle Walter City, mais ce n'est pas mon journal, c'est-à-dire c'est son journal, c'est le journal de ce monsieur-là. Et donc vraiment, c'est un peu compliqué pour moi de savoir qui dit vraiment « je ». Parce que quelquefois, évidemment, je lui prête non, je lui prête des émotions, des choses psychologiques, des actions aussi, etc. Mais bon, il fait des choses que je ne serais pas capable de faire. Et donc, c'est un peu un alter ego qui a pris beaucoup de place et qui écrit beaucoup. Et moi, je n'arrive pas à le suivre parce que vraiment... Et maintenant, j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose où il n'y a pas de jeu, absolument. Un roman en troisième personne où on dit il, elle, etc. Je pense que c'est comme pour me libérer de cette piège où je me suis mis moi-même. Merci. Donc, je pense que s'il y a quelques questions parmi l'assistance... moi, en lisant Une douleur normale et puis en vous écoutant aussi tout à l'heure, il y a une chose qui m'a frappée, c'est le nombre d'animaux qui peuplent vos textes. Et même quand vous parlez, vous avez spontanément évoqué différents animaux. Ça va du coléoptère aux hirondelles en passant par le rhinocéros qui revient souvent. Ouais. Et j'étais curieuse de vous entendre sur le rhinocéros en particulier, qui sert souvent à exprimer une situation ou une émotion qui n'est pas forcément pour décrire une silhouette. Je ne sais pas vraiment beaucoup sur les rhinocéros, mais je ne me rappelle pas avoir nommé les rhinocéros, mais je vous crois. Mais c'est vrai que j'ai un peu de manie de lecture, c'est-à-dire des livres que je lis très, très volontiers, qui ne sont pas de la littérature, c'est-à-dire que je lis surtout des livres sur l'astrophysique, c'est-à-dire sur comment est fait l'univers, même avec des formules mathématiques très complexes, parce que bon, je fais un peu de mathématiques et j'ai des amis qui peuvent me l'expliquer. Et alors toute l'histoire des univers possibles, des trous noirs et de tout ça, et les livres d'éthologie sur les animaux, c'est-à-dire des livres sur les fourmis, parce que j'ai l'impression que quand on parle de psychologie, quand on parle des êtres humains, etc., on parle d'une souche qui est très très subtile, et en bas et en haut, il y a des choses qui font partie de l'être humain, mais desquelles on ne parle pas. C'est-à-dire que dans notre cerveau, mais c'est biologique aussi,
il y a des parties qui n'appartiennent pas vraiment à l'Homo sapiens, mais qui appartiennent aux mammifères qui étaient avant nous, et même aux reptiles. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptile. Et donc, quelquefois, la réaction des animaux, c'est très utile pour raconter ce qui arrive parmi les hommes. Sur le facochette. Qui revient peut-être au début de la discussion, et là pour le coup c'est pour vous Albert Messi, dans le texte c'est Martin qui a lu la version française dans le train du soir. Il y a à la fois vous comme jeune enseignant qui êtes encore à l'école et aussi votre oncle. Il y a le mot d'indigne qui revient, mais c'est le reste du groupe qui désigne soit vous, soit votre oncle comme étant indigne. On a l'impression que c'est à partir de là que vous êtes, une fois que vous êtes contre le mur, que vous êtes obligé de réagir, comme si c'était le reste qui vous avait mis sur le truc, et qu'à partir de là, ça donnait l'impulsion de... Je ne sais pas, parce que moi aussi j'avais eu un épisode à l'école normale. J'avais écrit un texte dans lequel je voulais faire le néo-réaliste. J'avais employé un mot normal, mais les professeurs disaient, lui, il n'est pas digne de sortir de cette école, de faire l'instituteur. Ils se sont réunis dans une petite salle. Ils disaient, non, ils voulaient m'exclure de l'école parce que j'avais dans un componimento, come si dice, une composition, voilà, j'avais employé una parola innocente, no? Credo seno, no? Una parola purissima. Et alors, dans ce cas-là, moi, je me suis senti comme indigne, non? D'être un instituteur. Ensuite, la chose est passée, moi j'ai continué mes études, et maintenant je suis devenu professeur, etc. Mais ce petit épisode de mon adolescence peut-être a influencé ma vie littéraire, peut-être. C'était les années où mon père était mort, j'étais à l'école normale, et les professeurs se réunissent pour dire que tu es indigne de continuer à étudier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce monde d'adultes? Cette hypocrisie. Et j'ai commencé là à m'interroger sur le sens, etc. Bon, pour moi, c'est un peu difficile de comprendre ces choses-là, mais je pense que l'histoire de l'indignité a commencé là. Et puis, autre chose que je voulais dire, mon oncle, mon grand-père était analphabète, non? Le père de ma mère. Et pour moi, cette histoire-là m'a toujours beaucoup touché. Comment c'est possible dans la Suisse, non? Du XXe siècle, hein? Bon, mon grand-père, le père de ma mère, qu'une personne ne connaisse pas l'écriture. Mais il y a beaucoup de gens en Suisse. Oui. Mais c'est indigne. Ni lire, ni écrire. Je crois qu'il y a voilà, c'est l'analphabétisme de ritorno, c'est autre chose. Là, c'était un alphabet vrai. Il ne savait pas écrire, mon grand-père. La croix. Non, voilà, la croix. Alors ça, c'est une chose qui m'a indigné. Mais il y a beaucoup de choses qui sont indignes dans ce pays. D'accord, madame, je suis en train de raconter mon histoire. Et alors, ça, c'est une autre chose qui, peut-être, a influencé mon histoire littéraire. Madame, je m'excuse, mais je voulais... Parce que c'est vrai que ce que vous dites. Dans la Suisse, il y a 800 000 personnes qui ne savent pas... Ça, c'est l'analphabétisme de retour, on dit comme ça, non? Ça, c'est un scandale pour la Suisse. Ça, c'est un motif d'indignation. Vous ne trouvez pas? Oui. Non, Oui, tout à fait. Un pays comme la Suisse qui tolère d'avoir 800 000 personnes qui ne savent pas écrire
En ce moment? Oui, il y a des étrangers. Il y a des étrangers. Bon, ce sont des êtres humains comme moi. Hein. Oui. Et là, c'est peut-être un motif. Bon, c'est une autre chose, c'est de la politique, ça. Hein. Ouais, non, Mais en tout cas, ça entre dans le ça thème. touche ça entre dans le l'essentiel, thème. bien sûr. Vous êtes d'accord, madame? Parce que vous ne connaissez pas les pourcentages d'analphabétisme en Non, Italie. non, molto fort. Ah oui, en Italie, c'est terrible. Mais il y a, moi, j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui sortent de l'université, je ne sais pas si c'est vrai, monsieur, qui ne lisent plus un livre. Ah, ici, oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, moi, je m'indigne. Mais en Suisse, Non, en Italie. il y en a qui sont en lettres ou en première ou deuxième année d'université et qui ne savent pas très bien écrire mieux qu'un élève d'école primaire. Oui, j'ai entendu même ça. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres absurdes. Voilà. Alors, c'est mieux de Je ne rien. lire pas. Ben, Alors, merci. Merci à tous et à toutes. Et alors, on va terminer comme ça. Merci. Excusez-moi, Il y a encore vos une question? bouquins, aux deux, messieurs, Pardon? vos livres, Nos bouquins, ils sont aussi achetés à la librairie du Rameau. oui. Alors, les livres sont je sais pas. disponibles ici. Oui, oui, ce mais soir. après, la semaine Ah bah, dans prochaine. toutes les librairies. Oui, et bien dans Mais le surtout Nord, au bien Rameau. sûr. Hein. Alors, je pense qu'il y aura Pas une surtout, libération, mais partout. partout, exactement. Partout. Dans toutes les bonnes librairies genevoises. Oui, oui, mais et bon, ailleurs. bon, Ce sont- spécialement au Rameau. Non, c'est qu'il fera une lecture, une signature au rameau. Mais ces livres Voilà. se trouvent Sinon, ailleurs aussi. Payot aussi, tout ça. Bien mais sûr. tout le monde les livres